13h, 14h, Europe 1 Info. Avec vous, Clélie Mathias et vos deux chroniqueurs du jour, Xenia Fedorova et Sébastien Ligné. Alors, il y a eu on reprend nos discussions cette fois-ci sur la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Il y a eu des pourparlers importants la semaine dernière à Abu Dhabi entre délégations russes, ukrainiennes et américaine. C'était la première fois qu'il y avait les trois ensemble. Dans un esprit, dit Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, constructif. Écoutez-le. Je n'ai pas pris part aux discussions, mais vous voyez, si vous travaillez à un niveau très sérieux, il faut au moins que ce soit dans un esprit constructif. Je ne dirais pas qu'il y avait de la convivialité, c'est presque impossible à ce stade. Mais si vous essayez d'atteindre quelque chose par la négociation, vous devez parler de manière constructive. Alors, c'était pas si convivial que ça, visiblement. Mais en tout cas, c'était constructif, c'était l'état d'esprit. Il a poursuivi en disant qu'il serait erroné d'escompter des résultats significatifs après ses premiers contacts. Mais bon, Xenia Fedorova, ce sont quand même les premières négociations plus ou moins directes. C'est quand même un signe que l'on avance ou vous êtes pessimiste? Non, je suis toujours, quand il y a des négociations, je suis toujours plutôt optimiste. Je pense que c'est une bonne chose. Je pense que quand on n'a pas les négociations ou les échanges, c'est pas bien. Ce que je vois sur ces négociations-là, qu'ils sont en train de discuter les détails très importants dans les cas où les solutions sur les gros points, comme les questions territoriales, comme les questions de garantie de sécurité, la réponse sera trouvée. Je pense que ce qu'ils font aujourd'hui, c'est vraiment préparer la base pour que cet accord peut marcher. Après, il reste toujours ces points très importants qui sont les lignes rouges, comme pour la Russie, comme pour l'Ukraine. Et on parle de cette côté de Donbass qui est considérée par la Russie comme une partie russe, mais les Ukrainiens ne veulent pas les laisser. Et donc, les batailles continuent. Et ça, c'est très important parce que la Russie demande que les forces ukrainiennes partent de cette côté-là. La deuxième chose, c'est les questions de garantie de sécurité. J'ai lu quelque chose de très intéressant aujourd'hui. J'ai vu que la Chine et la Russie sont échangées au niveau des ministères de la Défense, où la Chine, pour la première fois, a dit qu'il est prête à jouer un rôle dans les réglementations, solutions c'est pas ces conflits, mais plutôt aller vers le chemin de paix. Et jouer un rôle, c'est-à-dire, si je ne me trompe pas dans mon analyse, c'est être présente en tant que force internationale. On peut imaginer que la Chine sera prête d'être présente sur le sol ukrainien comme force, comme les casques bleus, comme les forces internationales, dans les lignes qui sont importantes, les lignes de connexion. La Chine est plutôt un allié de la Russie. Oui, mais donc il faudrait que l'Ukraine accepte d'avoir des Chinois. Je ne sais pas comment, si ce seraient des militaires ou pas. Mais exactement, vous avez tout à fait raison, parce que c'est exactement la logique de la Russie, comment on a accepté les alliés de l'Ukraine qui sont sponsorisés cette guerre depuis des années, les Européens sur le sol ukrainien. Mais c'est sur leur sol. Sur le sol ukrainien, pas en Russie par exemple. On ne sait pas, peut-être on parle du côté de Donbass, qui n'est pas le sol ukrainien pour l'Europe. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu le référendum aussi. Et donc les gens qui sont votés pour être rattachés à la Russie. Au début, ils voulaient avoir une indépendance. Mais après 8 ans des conflits, c'était fatigant. Mais c'est intéressant ce que vous nous dites là. Si la Chine décide d'intervenir en tout cas, ou de peser dans les négociations, ça rajoute un élément supplémentaire. Est-ce que les États-Unis sont prêts à accepter ça? Parce qu'on attend Donald Trump qui dit tout le temps c'est la Chine, la cible, l'objectif, and the bad guy. Donc je pense que c'est très intéressant et c'est pour ça que je suis optimiste. Je pense que les choses bougent. Vous êtes aussi optimiste, Xavier? Un peu moins, parce que j'ai quand même l'impression que depuis le début de l'année, en septembre, tous les mardis, avec Xenia et vous, Clélie, on parle de ce conflit ukrainien et à chaque fois... On essaye en tout cas, et de le rendre intelligible. Et à chaque fois, on en revient toujours à le vrai point rouge et la vraie limite aujourd'hui dans les négociations, c'est la question des territoires. Et tant qu'on n'aura pas une avancée sur les territoires, c'est-à-dire demain, quel territoire est russe, quel territoire est ukrainien,
nous n'avancerons pas vers la paix. Non, on peut continuer comme ça longtemps, beaucoup de mardis. Hein, mais oui, mais parce que là, j'ai quand même l'impression que même dans les négociations, ça tourne autour un peu du pot. Alors ils disent oui, en effet, les territoires vont être abordés. Mais quand est-ce qu'on va aborder cette question des territoires ? Il y a une nouvelle réunion dimanche. Parce que à Abu Dhabi. Rappelez-vous de la promesse de Volodymyr Zelensky d'organiser des référendums, voire des élections au sujet de la cessation de territoire. On en entendait beaucoup parler il y a quelques mois. J'entends moins parler du mot référendum et élection autour de ces territoires depuis quelques jours. Alors, Volodymyr Zelensky qui dit aussi, il espère donc que ce nouveau cycle de pourparlers de discussion ne sera pas utilisé de façon, je cite, cynique par Moscou pour retarder de nouvelles mesures de pression sur la Russie qui pourraient être efficaces. Les nouvelles mesures de pression sur la Russie. Oui. Il parle de sanctions. Oui. Les sanctions, ça fait déjà des années que la Russie vit sous sanctions. Ça fait des années que la Russie se débrouille. Je pense pas qu'il y ait des sanctions qui sont pas faciles, évidemment, mais la Russie s'est adaptée. Je ne pense pas que les sanctions vont jouer un grand rôle. Je pense que la Russie n'est pas isolée. La Russie a tous ces pays du Sud global avec qui elle travaille. Non, je pense qu'il va passer. Si on ne trouve pas, si Zelensky toujours reste dans ces points qui les forces ukrainiennes ne vont pas partir de Donbass, la Russie va continuer, éventuellement va reprendre ces territoires qui n'est pas sous le contrôle de la Russie aujourd'hui. Autre territoire qui nous intéresse, on a quelques minutes, le Groenland. Demain, Emmanuel Macron va recevoir la première ministre du Danemark et le premier ministre du Groenland. Écoutez Catherine Vautrin, la ministre des Armées, qui a réagi à ce sujet. Elle était sur RTL ce matin. Je l'ai, comme beaucoup d'entre vous, entendu depuis 2 jours. Je voudrais insister sur la façon dont l'Europe s'est mobilisée. Le Groenland a choisi le Danemark. Le Danemark est un pays souverain, membre de l'alliance de l'OTAN. Et ce qui est très important, c'est évidemment que les pays de l'alliance se respectent. Et les Européens ont montré cette volonté de respect. Alors après la montée en tension de la semaine dernière, les choses sont un peu calmées, mais la crise n'est pas pour autant terminée, Sébastien Ligné. Totalement. On a quand même entendu Donald Trump la semaine dernière nous expliquer qu'un deal avait été passé avec le Groenland grâce à l'OTAN. On nous expliquait que on n'a pas encore les points de détail. Que des territoires allaient être cédés, que des bases militaires supplémentaires pourraient être construites, que finalement les États-Unis pourraient exploiter certaines ressources du Groenland. On remarque une semaine plus tard que ce deal n'a pas vraiment avancé, et surtout que les Danois vous expliquent qu'ils n'ont pas vraiment été inclus dans les discussions autour de ce deal qui s'est fait entre l'OTAN et les États-Unis. Je pense que l'OTAN est quand même à la solde des Américains et c'est assez facile de passer un accord entre l'OTAN et les Américains. Le problème, ça reste que feront les Danois, que feront les Groenlandais et que feront l'Europe. J'ai pas l'impression que la situation ait beaucoup bougé depuis le forum de Davos. Alors en effet, le ton a un petit peu baissé, on n'est plus dans des invectives permanentes, mais la situation au sol, je pense qu'elle est toujours aussi bloquée. Que pourra dire demain Emmanuel Macron aux Danois et aux Groenlandais ? Je ne sais pas qu'Emmanuel Macron mais il va peut rassurer dire. Évidemment sur le soutien des Européens. Je pense qu'il va garder la même ligne, évidemment. Mais vous savez, Donald Trump, si je peux revenir sur ces sujets, il a commencé par ces déclarations très fortes qu'il va répondre et ajouter Groenland aux États-Unis. Mais finalement, on sait très bien que Donald Trump, c'est quelqu'un qui connaît très bien négocier, donc il commence par dire les choses inacceptables. Oui, je pense aujourd'hui, il a ce qu'il veut. Je pense que l'OTAN, c'est un message, en fait, on n'a pas besoin de Danemark pour décider la future de Groenland. Et juste une autre chose, même si les Groenlandais sont vraiment contre tout ça, il y a quand même une rupture entre Groenlandais et Danois parce qu'il y a cette mémoire des choses assez horribles que les Danois ont fait contre les Groenlandais, par exemple la stérilisation des jeunes filles pour qu'ils ne puissent pas avoir les enfants sans leur consentement. Alors, j'ai pas vu encore tout ça. Je vais aller, ça, c'est quelque chose. Ça, c'est dépassé, mais en fait, ça reste dans les mémoires. Et en fait, je pense que ça sera compliqué pour Danemark si les États-Unis continuent comme ça. Ça peut être compliqué pour eux. Merci beaucoup, Sébastien Ligné et Ksenia Fedorova, d'avoir participé à ce débat.